Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc. Bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, c'est quoi le Yiking? Dans la culture chinoise, le Yiking fait partie des 5 canons. Le livre des mutations, transformations, changements est donc un livre d'art divinatoire et de sagesse. Les deux, c'est très important. Simultanément les deux. On verra que dans les traductions, il n'y a pas toujours les deux. Le Yiking est donc un livre sacré et vivant. Mais il faut remonter à ses origines pour mieux comprendre. Alors, je vais vous dire un peu ses origines et on va remonter jusqu'à aujourd'hui. Les origines du Yiking semblent être enracinées dans les fondements de la civilisation chinoise. Avant les 2 millénaires d'empire, qui se sont terminés au début du XXe siècle avec l'impératrice Cixi, la Chine a connu au moins 2 millénaires, voire plus de royautés. Quand on remonte à la période de la dynastie Shang, donc c'est avant l'Empire, donc les Shang c'est moins 1766, moins 1122 avant Jésus-Christ. Okay, à ce moment-là, cette période, le roi disposait d'un devin et d'une caste de devins. Quand il voulait communiquer avec ses ancêtres, quand il voulait savoir si la récolte serait bonne, si tel mariage était bénéfique, propice, favorable, défavorable, s'il fallait partir en guerre, oui ou non, favorable ou défavorable, le roi consultait son devin, qui, moyennant un rituel, un sacrifice, répondait favorablement ou défavorablement à la question royale. Ok, jusque-là c'est très logique. Ensuite, cet art divinatoire, aussi pratiqué dans de grands chaudrons tripodes pour communiquer avec les ancêtres, s'est développé avec la pratique du feu sur les os, sur les os. La caste des devins faisait donc un sacrifice animal, ovin ou bovin, bœuf ou mouton, pour extraire un os, principalement les omoplates, et soumettait l'os à un tison de feu très très chaud, encore tout rouge, appuyé sur l'os. Ainsi il y avait une fissure qui apparaissait, et le devin interprétait cette fissure pour donner une réponse à la question royale. C'est comme ça que ça s'est passé longtemps. Avec le temps, d'autres grands seigneurs et des petits seigneurs se mirent à cette même pratique avec leur propre devin, cet art divinatoire. Ainsi, peu à peu, le temps s'écoule, et avec des milliers, puis des dizaines de milliers de sacrifices animaux, pour servir quelques hommes en fin de compte, il y eut un manque d'animaux et des famines. Donc il fallut trouver une autre solution. C'est pourquoi les devins chinois en sont venus à opérer la même méthode du tison sur les os, sur les carapaces de tortues. Cette méthode connaît aussi l'avantage, a connu, en se développant au fur et à mesure par l'expérience, une double interprétation, avec la carapace de tortue ventrale et dorsale. Et cette carapace de tortue était considérée comme une représentation du monde avec la terre et le ciel, ok, pour entrer en communication. Donc le même scénario se reproduisit avec la multiplication des oracles divinatoires, avec tant de sacrifices animaux, les ovins, bovins, puis tortues avec. Il y eut encore des famines et il fallut encore trouver une autre solution pour continuer à pratiquer les oracles, quand même. Donc le Yiking résulte de cette longue histoire, de cette longue expérience, de cette pratique du sacré, de l'art divinatoire en Chine. Ok ? C'est sous la dynastie des Zhou. Alors les Zhou, c'est une grande dynastie qui a duré de moins 1122 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 256 avant Jésus-Christ. Après, on passe à l'Empire avec le premier empereur en moins 221. Donc la dynastie des Zhou, elle a énormément structuré la Chine, et c'est celle qui a régné le plus longtemps, presque un millénaire.
Bon, voilà, pour situer un peu. C'est à cette période que le Viking va s'élaborer pour trouver la solution à leur sacré, avec plusieurs grands personnages chinois, donc le roi Wen, son fils le duc de Zhou, jusqu'à Confucius. La tradition chinoise considère qu'à la mort de Confucius, en moins 479 avant Jésus-Christ, le Viking, le livre des mutations, est connu sous sa forme définitive. Bon, on retrouve quand même différentes versions, mais il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus d'élaboration, il est fini. Peu à peu, le Viking entre parmi les 5 canons de la tradition chinoise. Ça se fait pas d'un coup. Peu à peu, une tradition littéraire écrit des commentaires de ce livre qui devient un livre sacré d'art divinatoire. Par exemple, Wang Bi, très connu. Et moi, je me considère aussi dans cette lignée d'avoir écrit une œuvre, même si elle n'est pas publiée entièrement, il y a une œuvre, des commentaires du Viking. Je m'inscris dans cette tradition-là. Peu à peu, tous les lettrés chinois et tous les mandarins, pendant des siècles, devaient apprendre et connaître le Viking par cœur, ainsi que les autres canons, etc. Donc ça a duré pour l'examen mandarinal, devenir fonctionnaire, etc., à tous les échelons de l'ordre mandarinal. Ainsi, pendant des siècles et des millénaires, sur le marché chinois, quand on va faire ses courses, chaque Chinois pouvait consulter un devin qui était là avec son petit étal. On lui pose une question, on lui file un bifton, et puis il répond à une autre question suivant une méthode d'interrogation, donc les 50 tiges d'Achillée, puis après, plus récemment, les 3 pièces de monnaie, etc. Le devin chinois, sur le marché, il effectue un tirage oraculaire, on appelle ça, et puis il répond à la question en tombant sur l'un des 64 hexagrammes du Viking. Il interprète cette question qui devient une réponse énergétique, un conseil. Voilà. Voilà comment ça s'est passé avec le Viking pendant des millénaires en Chine. Maintenant, on passe en Occident. En Europe, la première traduction du Viking date de 1729. Et pendant 2 siècles, il n'y a pas de traduction fiable qui ressemble à quelque chose. La première traduction européenne qui réussit à transmettre l'esprit du livre sacré chinois est celle de Richard Wilhelm, un Allemand, protestant allemand. Je reviendrai sur lui, on peut développer, quand je parlerai, c'était l'ami de Carl Gustav Jung, donc on reviendra là-dessus plus tard. Il publie donc la première traduction du Viking à Jena, en Allemagne, en 1924. Ok. La traduction allemande de Wilhelm est traduite en français ensuite par Étienne Perrault dans les années 1960. Et à cette occasion, ça donne une petite mode chez Publicis. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, c'est la traduction jaune. Et ça donne en France une petite mode dans les années 60 où il y a beaucoup de personnes qui se mettent à effectuer eux-mêmes leur tirage oraculaire et qui posent une question aux oracles du Viking et qui obtiennent une réponse énergétique parmi les 64 énergies. Donc on consulte les oracles du Viking comme on demande un conseil à un ami avisé. Voilà, une fois de temps en temps. Sans répéter plusieurs fois le même oracle pour voir si ça marche. Sinon ça marche plus. On tombe sur l'hexagramme 4. Erreur, syntaxe erreur. Au début des années 2000, les sinologues français Javary et Faure nous offrent une nouvelle traduction, encore plus fiable, plus précise, pas parfaite, parce qu'il n'y a pas le grand commentaire traduit dedans, c'est-à-dire toute une centaine de pages où on peut comprendre l'histoire du Viking et son côté sagesse, grande sagesse. Ils transmettent, il y a un magnifique agencement dans la traduction rouge, mais c'est pas encore parfait. Et je reviendrai, c'est magnifique, c'est plus précis, c'est mieux. C'est celle que je conseille, mais ce n'est pas parfait. Ok ? Il y a encore des choses à améliorer. Alors, ça c'est dit. Et Cyril Javary, qui a traduit donc avec Bernard Faure cette traduction rouge, a ouvert un centre à Paris, un centre Joey, et puis plusieurs un peu partout en France, où on peut apprendre le tirage des oracles du Viking. Voilà objectivement ce que je pouvais vous dire sur ce qui s'est passé pour le Viking.
Maintenant, je vous parle de ma lecture du I Ching. Ok? Pour ma part, je me vivais déjà comme un poète et un écrivain quand j'ai décidé rationnellement, j'insiste, de m'intéresser à la civilisation chinoise, c'était en 1994. J'ai commencé à m'intéresser à la littérature à l'adolescence en 86. Et en 94, au service militaire, je prends le temps de réfléchir et de me demander qu'est-ce que tu veux faire avec la littérature, Hervé? Parce que je savais que je voulais faire ça. Et dans mes 3 choix, il faut s'intéresser absolument à la Chine qui entre en dialogue avec la civilisation européenne. Donc c'est de ce point de vue-là que j'entre par curiosité vers la Chine. Ok? Je suis pas un farfelu au départ. J'insiste là-dessus. Donc je ne sais pas, je ne parle pas le chinois, je ne sais pas l'écrire, mais à force d'étudier le I Ching, je pense chinois. Ok? J'y reviendrai. Je sais que ça me décrédibilise auprès de tous les sinologues, mais tant pis. On reviendra là-dessus, un jour ou l'autre. Alors, ne sachant pas à ce moment-là, en 94, ce qu'est le I Ching, et là on est à l'été 2000. À l'été 2000, donc à partir de 94, je commence à lire les sinologues, les romanciers, les poètes, le taoïsme à fond. Je suis devenu taoïste entre-temps. Je raconterai ça à un autre moment, cette expérience magnifique. Donc en 2000, c'est l'heure j'ouvre le I Ching, je sais même pas ce que c'est, et je le lis comme on lit un roman, de la page 1 à la page 800, je sais plus combien. Avec la traduction jaune à ce moment-là, il n'y a pas encore la rouge. Ok? Sauf que là, l'expérience, pour moi, elle est telle que dès que j'ai fini pendant ces quelques semaines cette première lecture, je sais que je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Et c'est ce qui se passe. Le processus principal, c'est très intéressant ces processus-là, c'est la vie en fait, comment ça se passe. Le processus principal de cette première lecture est qu'il me faut oublier absolument tout ce que j'ai appris jusqu'à présent. Parce qu'en 94, au service militaire, j'estime que j'ai fait un premier tour complet de notre culture occidentale. Ok, j'ai même lu la Bible, le Coran, un bout de Talmud, etc. Je rentre dans la pensée. J'ai fait un peu de philo. Bon. Et là, il faut que je désapprenne absolument tout pour rentrer dans le I Ching. Et plus j'apprends à évacuer, à oublier, plus je rentre. Donc jusqu'au point zéro, jusqu'à l'inversement des 100%, quoi. Ok, à un moment c'est 50-50, mais à un moment je pense plus du tout en occidental, je pense plus qu'en chinois, en chinois. Je pense jusqu'à ce que le I Ching devienne le langage lui-même. En fait c'est ça. Le I Ching devient vivant, à part entière, en dehors de lui, un livre sacré et vivant, et au bout de plusieurs années, le I Ching en fait il est vivant aussi en moi. C'est ça le processus qui s'est élaboré à partir de ce jour-là, de cette première lecture. C'est balèze, c'est incompréhensible, c'est comme ça. L'explication est dans mon hypnose. Ouais, pour ceux qui ne comprendraient pas, les réponses sont là. Donc là, c'est la première vidéo qui vient après l'hypnose. Les 3 premières vidéos étaient avant. Mais l'hypnose a quand même changé quelque chose. J'ai pas besoin de me justifier. Si vous ne comprenez pas, c'est dedans. Ok? Je continue. Donc c'est comme ça que j'ai appris cette pensée de la rationalité divinatoire. C'est comme ça que les sinologues, ceux qui étudient la Chine, l'appellent. Et le I Ching, c'est la pensée de l'immuabilité des transformations. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'arrêterai pas de le dire. Donc pendant cette première lecture de l'été 2000, je prends tout plein de notes sur un petit cahier de notes. Et quand j'ai fini, au bout de plusieurs semaines, je relis mon petit cahier de notes. Et il se trouve que j'ai une douzaine d'intuitions que j'appelle intuitions fondamentales à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai mis en relation des énergies avec des personnes. La première, c'est celle de Gauguin. Je la raconterai à part entière. Et la deuxième, ça doit être celle de Vincent van Gogh. Je raconterai ça sur d'autres vidéos, parce que j'adore ces 2 peintres. J'y reviendrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est par exemple la première, je la fais en raccourci, j'arrive à la lecture de l'hexagramme 22, vu que je les lis les uns après les autres, et en lisant la page du texte des traits, il y a une étincelle, Eureka,
Comment ça se fait? C'est pas vrai, c'est pas possible. Comment ça se fait que ça parle de la vie de Gauguin, ce truc-là? Voilà. Et c'est comme ça que j'établis donc, mes intuitions établissent un lien entre le texte sacré, le yiking, et l'énergie d'une personne. Ok? C'est ça. Pour l'instant, à ce moment-là, c'est ça qui se passe. Et c'est ça mes intuitions. Donc voilà, je raconterai plus tard pour Vincent et pour Paul Gauguin. Donc, et après cette prise de notes, je vais relire plusieurs fois le yiking. Et la deuxième fois, je vais comprendre que parmi mes 12 intuitions, il y en avait 6 de bonnes et 6 de fausses. Donc, je vais travailler pendant des années et des années à ce que mes intuitions deviennent toutes bonnes. Ok? Alors aujourd'hui, elles sont toutes bonnes, j'ai même des trucs, mais il faudra que j'explique dans une autre vidéo qu'il peut encore m'arriver de me tromper. Ok, je suis pas infaillible sur ce truc-là. On va dire que je suis à 99%, mais je garde le 1% que je peux me tromper. Ça peut arriver. Et par contre, je vous parlerai de la méthode de validation, où là, une fois que c'est validé, c'est 100% sûr. Il n'y a plus d'erreur possible. Ok, et j'irai même, plus on rentre après dans la validation, si j'écris par exemple, j'en ai écrit une centaine de biographies de personnes, courtes ou développées, là il n'y a plus d'erreur possible. Non seulement il n'y a plus d'erreur, mais je rentre dans l'énergie de la personne. Ok? Et jusqu'à temps que je retrouve les mêmes mots dans le livre sacré, et les mêmes mots s'ils sont écrits par la personne. Ou même dans la peinture, ça marche aussi. Ok, là on est dans le summum de la magie, et ça marche. Bon, et là c'est de la joie à l'état pur, c'est de la quintessence. On n'est plus dans la raison. Donc voilà comment mes intuitions. En fait, ces intuitions-là correspondent à un tirage oraculaire. Je n'ai jamais effectué de tirage oraculaire, ni avec les baguettes d'Achillée, ni avec les pièces de monnaie. J'ai toujours appris choisi de développer mon intuition autant que possible. Et après coup, j'ai bien fait. Ok? Je suis pas contre. Mais c'est juste que mon chemin s'est fait autrement. Et j'ai encore raison, j'affirme. On y vient. Donc, au passage, je cite une phrase de la traduction jaune de Willem pour bien faire comprendre que je ne suis pas du tout un farfelu. Page 303, il est écrit « Le but primitif des hexagrammes était la consultation de la destinée. » Ok? Et c'est justement ça que mes intuitions montrent. Mes intuitions, elles montrent c'est quoi ton énergie, c'est quoi ta destinée. Ok? On redéveloppera lors des biographies hexagrammiques, etc. Donc, pour résumer, ma lecture du yiking, elle met en relation les 64 énergies vivantes de l'univers sacré, avec l'énergie de l'incarnation d'une personne. Donc, si j'inverse la proposition, c'est de temps en temps, je croise une personne ou je lis une personne, c'est pas tous les jours, c'est parfois, et je capte son énergie, je me dis, tiens, elle vit dans cette énergie-là. Voilà. Donc là, c'est le début. Soit j'arrête là, je dis bonjour, salut, comment ça va Gérard? On va boire un coup. Ou alors, bonne journée, et puis c'est tout. Ou alors, si c'est Balzac, je peux approfondir le truc parce que ça m'intéresse. Voilà. Voilà comment ça se passe, grosso modo. Je développerai toutes ces thématiques plus tard. On arrive je parle plus maintenant on arrive à aujourd'hui. Ok? On est en juin 2023. J'ai terminé un livre qui s'appelle « L'unité énergétique de l'humanité ». Mais je trouve pas d'éditeur, je trouve pas d'éditrice. Bon, ça se trouve, elle m'écoute, j'en sais rien. Alors, néanmoins, depuis juin, j'ai encore une étape, on appelle ça de l'éveil spirituel, qui s'est encore ouvert. Bon, très bien, ça s'est développé, j'ai ouvert toutes les portes. Je peux pas être plus ouvert. Enfin, si, je peux encore, mais ça se fera comme ça. C'est pourquoi je me suis décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour transmettre ma connaissance du yiking. Puisque j'écris depuis 35 ans que les éditeurs, ils en vendent pas, je fais que ça, je fais que écrire depuis plus de 15 ans. Il y a plus que 15 bouquins, ok? Et il y a personne qu'en veut, donc j'ouvre sur YouTube. Il faut bien que je transmette avant de partir, sinon ça sert à rien toute cette expérience-là. Ok? Donc j'en suis là. J'écris des textes pour transmettre ma connaissance du yiking sur YouTube.
Et donc, quand j'ouvre ma chaîne sur YouTube, donc je choisis exprès le Nouvel An chinois du 10 février 2024. Parce que je sais à ce moment-là, dans ma propre énergie, qu'il y a un basculement, mais je suis pas du tout le seul à basculer. Enfin bon, on est très nombreux. Mais je sais ce qui se passe pour moi depuis des années à ce moment-là. C'est pourquoi aussi je choisis de diffuser la vidéo de mon hypnose avec Virginie et Laurence, que je remercie encore et encore. C'est que le début, d'accord. Je précise au passage que les 3 premières vidéos ont donc été enregistrées avant l'hypnose. Donc on est le 10 février, j'ouvre ma chaîne de vin chinois blanc pour le Nouvel An chinois. Dès le 13, ça s'est fait le 9 et le 10 parce qu'il a fallu improviser une situation, voilà. Le 13 février, il y a une femme qui m'offre un commentaire. Catherine me conseille d'aller voir les travaux d'un gynéco américain aux USA, un contemporain. J'ouvre Google et en résumé, le généticien Richard Rudd, R-U-2-D, montre que les 64 hexagrammes du Viking correspondent aux 64 clés de notre ADN humain. Ça me passionne, je saute au plafond pendant plus d'1 heure. Voilà. C'est donc précisément tout ce que voyait et décrivait Laurence, la télépathe Laurence, pendant mon hypnose. Mais elle, enfin, c'était pas que mon hypnose, c'était une hypnose à 3, ok? Une expérience à 3. Mon travail d'écriture, de recherche et de trouvailles, depuis longtemps, montre que les 64 énergies décrites dans le Viking correspondent aux 64 énergies de l'incarnation pour toute l'humanité. C'est ça mon travail. Ça peut évoluer. Donc je montre et démontre que nous vivons dans l'unité énergétique de l'humanité. Ok ? Voilà donc la frontière entre le scientifique Richard Rudd et le lettré, moi, on va dire, qui s'est effondré. Le Viking est bien plus qu'un vieux grimoire auquel on demande un conseil amical et avisé. Le Viking est sacré et vivant car il est la carte au trésor de notre ADN humain qui unifie toute l'humanité. Voilà une bonne base pour repartir par devant. Merci les incarnés et à bientôt. Je zappe.